Tu parles à partir de l'Iran, mais dans Résistance affective, en fait, ça n'est plus seulement l'Iran. C'est-à-dire, ce que tu constates pour l'Iran, c'est un régime qu'on pourrait appeler fasciste, mais aussi un suprémacisme du côté d'une partie de la société. Et donc, en fait, ça pourrait être quelque chose comme un moment fasciste ou néofasciste. C'est-à-dire pas simplement un régime, pas simplement un parti, pas simplement un mouvement social, mais un contexte. Et en ce sens-là, ça ouvre la porte à la possibilité de parler pas seulement de l'Iran, mais de beaucoup de situations aujourd'hui dans le monde. Et c'est ce que tu fais dans Résistance affective. Avec le fait que tu le fais à nouveau, comme tu le faisais pour Femmes, Vie, Liberté, on voyait bien, c'était sur l'Iran, puisque c'est le slogan qui prévalait. Mais en même temps, c'était pas quelque chose sur les femmes. Ce mouvement lui-même était un mouvement féministe, comme tu l'as rappelé, qui n'était pas seulement pour les femmes. C'était le point de départ, c'était l'ancrage, et dans ta démarche aussi. C'est en fait la perspective féministe sur le fascisme, et donc avec entre autres une insistance forte sur les résistances. Donc je me demandais si tu pourrais déjà peut-être revenir sur le lien entre ce que tu fais là comme un travail qui est aussi en partie un travail individuel, même si bien sûr il est nourri de beaucoup d'autres, mais aussi un engagement. Et je pense en particulier à l'Assemblée féministe transnationale, c'est-à-dire l'introduction du transnational en même temps que le collectif, et donc une pratique féministe collective pour essayer de penser ce qui se passe, pas seulement dans un endroit, mais dans un ensemble d'endroits, d'essayer de penser au-delà des frontières, précisément. Donc est-ce que tu pourrais revenir sur ce lien entre une réflexion théorique, puisque au fond, si le livre Femmes, Vie, Liberté, c'était un peu une histoire de l'actualité, en temps réel, Résistance affective, c'est plus une théorie politique qui permet de se donner un outil, un concept, des concepts pour penser ce qui est ce moment néofasciste, mais d'un point de vue féministe. Oui, je pense que penser au-delà des frontières et la première frontière qui est dépassée, c'est la frontière entre justement théorie et pratique. C'est-à-dire qu'on pense depuis la pratique, on pense pas de façon théorique. Et donc c'est là où vient la question de l'articulation aussi de l'individuel et du collectif très fort, c'est-à-dire ce qui s'est passé, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, au moment du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, il y a eu une rencontre avec tout un réseau de lutte et d'activisme féministe en France, qui se posait la question de savoir comment penser la solidarité internationale en tant que féministe, comment se réapproprier les enjeux internationaux, les luttes qui ont lieu à travers le monde, mais les penser en féministe et comment faire que le champ féministe, en fait le champ militant féministe français, soit ouvert de façon féministe aux questions de solidarité internationale. Et en fait, c'est cette curiosité intellectuelle et politique, je l'ai vue là comme je l'avais pas vu auparavant. C'est-à-dire que la façon dont des militantes féministes me contactaient pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on réfléchisse, avec des questions précises et chercher à apprendre, cette forme de curiosité, cette forme d'ouverture, cette forme de voir où se passent les choses et d'essayer tout de suite de voir comment on peut en apprendre, comment est-ce qu'on peut documenter. C'est une façon de faire, c'est une approche féministe pour moi. Elle n'est pas féministe parce qu'elle concerne les femmes, mais c'est vraiment une pratique intellectuelle et politique. Et donc, moi, j'ai continué en m'ancrant dans cette pratique-là et en voyant comment est-ce que, justement, organiser des espaces d'échange où des actrices des soulèvements
qui ont lieu à travers le monde, notamment dans la séquence qui a commencé en 2018-2019 par la révolution au Soudan. Et puis, même un peu auparavant, il y avait la marche du retour à Gaza, la révolution au Soudan, le Hirak en Algérie, le soulèvement au Chili, le soulèvement au Liban, le soulèvement en Irak, il y a eu un vaste mouvement de protestation pour le droit à l'avortement en Pologne. On était au plus haut de la vague Ni Una Menos en Argentine, avec l'institutionnalisation du droit à l'avortement là aussi. Il y a eu les gilets jaunes en France. Ça explosait dans le monde entier. Enfin, et c'était une pulsation, ça s'arrêtait à un endroit, ça commençait à un autre. Il y a eu ce qu'on a appelé le soulèvement des parapluies à Hong Kong, extrêmement intelligent et inventif. Et bien sûr que ces soulèvements ont produit une armée de vaincus qui ont circulé et ont amené avec eux leur histoire et l'histoire de leur pratique. Et notamment, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait aussi le mouvement Shine Bar en Inde. Et donc, il y avait toutes ces protagonistes qu'on invitait à nous expliquer, en fait, à revenir sur leur expérience et à nous expliquer comment les choses s'étaient faites, comment ça s'était articulé, comment la mayonnaise avait pris, pourquoi est-ce que ça s'était arrêté et surtout ce qui se passait une fois que la dramaturgie révolutionnaire, en fait, n'était plus d'actualité. Comment est-ce que les choses persistaient, se recomposaient, etc. Et donc ça c'est le travail collectif et ça permet de créer forcément un réseau où les affects et les émotions sont très présents, où on a des horizons partagés, on a des imaginaires qui se fécondent les uns les autres, on a des formes d'excitation, des désirabilités qui se travaillent les unes les autres et on fait ça dans des espaces qui sont pas forcément des séminaires, mais des espaces de lutte beaucoup plus joyeux, mais qui sont aussi des espaces d'apprentissage et de circulation de mémoire. Donc c'est pas forcément la rue, mais c'est pas non plus une salle de séminaire. Et c'est un endroit entre les deux qui va être où la parole va pouvoir circuler de façon beaucoup plus libre et fluide entre ce qu'on retient de ce qu'on a fait, quels sont les concepts qui nous aident à penser, quelles sont les lectures, qu'est-ce qui a été écrit par qui et quand, et puis quelles sont les pratiques, quelles sont les façons de s'organiser, quelles sont les stratégies, enfin les tactiques très concrètes, etc. Et c'est vraiment cette façon de tout confondre dont parle Véronica Gago en disant dans la puissance féministe, elle dit vous nous reprochez de tout confondre, de pas faire la greffe comme il faut, mais en fait on revendique exactement de tout confondre parce que tout est une seule et même vie et ces formes de catégorisation quand tu disais penser au-delà des frontières, c'est vraiment quel est cet espace duquel on enlève les découpages préconstitués et donc y compris l'individuel et le collectif, y compris la question de la théorie et de la pratique. Et à partir de là, moi, c'est une chose qui m'a beaucoup marquée. Quand on s'intéresse aux mouvements zapatistes, par exemple, on nous dit, il n'y a aucun manuel qui va nous l'expliquer. On nous dit qu'il faut venir voir. On nous invite à aller voir ce qui se passe. Et à lire parfois des histoires pour enfants, parfois un poème en prose de 20 pages, parfois une correspondance ou une lettre écrite. Et donc en fait, on n'est pas dans des formes de transmission et c'est aussi moi ce que j'ai ressenti quand j'ai écrit Résistance affective. Je pouvais pas penser à un texte qui allait dérouler une argumentation uniquement situé au niveau de l'esprit, qui serait uniquement un travail de mon esprit, pour quoi ? Pour argumenter pour la puissance des émotions. Enfin, c'est quelque chose qui me semblait un peu décalé, et de toute façon, j'étais pas capable de me situer uniquement sur ce plan-là. Et c'est pourquoi il y a des images ou des
oui, des images, des situations qui sont convoquées dans ce livre et qui ne sont pas des théories, qui sont pas. Je peux pas uniquement avoir une conversation abstraite sur ce que ça veut dire. C'est aussi ça fait référence à des images, ça convoque des imaginaires, ça suggère des choses. Ça illustre comment est-ce que des corps peuvent penser des choses particulières, mais par des expériences du corps qui sont elles aussi situées. Mais bon, voilà, c'est pas. C'est en cela que c'est une théorie féministe. C'est-à-dire, ça change ce que veut dire le mot théorie. Bah, c'est une contre-théorie féministe, alors. Ouais. Mais justement, enfin, ce que tu dis et ce que tu viens de rappeler, c'est résistance affective, ou émotion. Enfin, tous ces termes sont au cœur de ce que tu fais. Et le sous-titre, c'est sur les politiques d'attachement et de cruauté. Donc, est-ce que tu peux présenter cette opposition et dans quelle mesure elle est distribuée comme un partage entre deux camps ou pas? Ou dans quelle mesure ça traverse potentiellement les deux camps? Un partage entre deux camps. En fait, comme je disais tout à l'heure avec le cahier d'Aziz, moi je pense que ça fait vraiment plusieurs années que je réfléchis autour de cette notion de cruauté. Il se trouve que au fil de la réflexion, donc du fait que la cruauté c'est pas juste un surplus de violence, mais vraiment il y a des politiques de cruauté. Quand j'en parlais, je sentais que souvent ça parlait à mes interlocuteurs aussi. C'était quelque chose qui faisait réfléchir. C'était utile comme notion pour arriver à comprendre quelque chose des mécanismes de pouvoir et de violence. Et puis au fil des lectures et des réflexions et des rencontres, j'ai vu comment est-ce que des anthropologues politiques qui travaillaient dans les pays du Sud avaient pensé la question des politiques de cruauté, très précisément. De Rita Secato à Nazanous Tundag, à Salwa Ismaël, à Nader Chaloub-Kevorkian en Palestine. Et à chaque fois, il y avait cette façon de penser les politiques de cruauté comme à travers les effets de subjectivation, la façon dont ça façonne des sujets politiques et de les penser en partant de ce qui, au sein des sociétés civiles et des mouvements sociaux, résiste. Et justement, résiste en persistant. Donc on part du Soumoud en Palestine, on part des mouvements de mer des combattants et des combattantes kurdes en Turquie, on part des formes de témoignages des prisonniers politiques en Syrie. On part de ce que Rita Secato appelle la contre-pédagogie de la cruauté. Et donc dans cette idée que la cruauté est une pédagogie et que face à cela, il ne s'agit pas que d'affirmer qu'il y a du beau et que et qu'il y a du positif, mais il s'agit vraiment de voir comment est-ce que en travaillant puisque la pédagogie consiste à insensibiliser, consiste à inscrire sur les corps des logiques de domination, des formes des relations violentes et des formes de suprématie, puisque c'est cela la pédagogie de la cruauté. Eh bien, la contre-pédagogie, consiste également à cultiver des sensibilités qui peuvent nous outiller à résister à ces formes d'insensibilisation ou à ces formes d'inscription sur les corps ou dans sur les pupilles
par l'exercice d'une cruauté extrême, voilà, de formes de rapports de domination comme ça qui vont être solidifiés, nous constituer, et du coup nous désactiver comme sujet. C'était ça la question qui était très importante. Comment est-ce que ça me dévitalise, comment est-ce que ça me désactive, et c'est pour ça que dans le chapitre 5, même si j'ai jamais travaillé à Gaza, j'ai jamais travaillé sur la question palestinienne, mais là il me semblait que Gaza était un laboratoire qui permettait de voir comment ces politiques de cruauté, en fait, étaient agissantes au niveau de la forme de citoyenneté globale que ça produisait, parce qu'on était toutes et tous, en fait, spectateurs et spectatrices de ces massacres et de cette violence extrême, en même temps acculés à certaines formes de silence plus ou moins, voilà, plus ou moins forts.